Connaissez-vous les dames blanches? Ah, j'entends vos sourires sceptiques. Vous avez tort, parce qu'on les rencontre encore. Les dames blanches de mon histoire ont de grands pouvoirs, mais elles ont choisi de vivre à l'écart des hommes. Elles se sont réfugiées dans le Jura, leur territoire naturel, car c'est un pays de lacs et de grottes, et là, à la nuit tombée, elles peuvent sortir et se baigner. La plus connue d'entre elles est la Dame Blanche de Chambly. C'est à côté de Clairvaux-les-Lacs. Elle a la taille mince et légère, les épaules blanches comme les montagnes du Haut-Jura, et les yeux bleus comme l'eau des lacs. Les hommes cherchent à la surprendre quand elle sort de sa demeure, quand elle sort de la grotte de Vérin pour aller rejoindre le bord du lac de Chambly. Là, on peut la voir qui se déshabille. Elle retire sa longue robe blanche et elle pénètre nue dans l'onde du lac. Malheur aux hommes qui se laissent surprendre. La dame de Chambly est impitoyable et elle poursuit le pauvre voyageur le long des précipices de la vallée, un pied au bord de la corniche et l'autre dans le vide. Certains chutent ou rentrent chez eux et deviennent fous. Tous les habitants du village de Songesson ont entendu parler de la dame de Chambly. Adrien comme les autres. Mais Adrien ne croit ni aux fées ni aux dames blanches. Alors ça, non, il ne s'en est pas vanté le jour où il a croisé la dame de Chambly. Ce jour-là, il rentrait au village avec son âne chargé de fagots, son âne griot. Et l'âne s'est arrêté. Il était exténué. Adrien, qui avait l'habitude de traiter son âne de la façon la plus cruelle, se met en colère folle, il lève le bras, prêt à fouetter le pauvre animal, et son bras reste suspendu, paralysé, et il la voit. Elle est là, au milieu du chemin, avec ses longs cheveux blonds, et vêtue d'une longue tunique blanche. Adrien cligne des yeux. Il a parfaitement compris que c'était la dame de Chambly. Ses lèvres sont toutes sèches tout à coup. Elles se tordent et il transpire. Homme cruel, si tu ne fais pas immédiatement le serment d'être désormais attentionné envers cet animal qui te sert fidèlement et que tu traites de la façon la plus barbare et la plus féroce, tu resteras ainsi jusqu'à ta mort, le bras levé et les doigts crispés sur ce fouet que tu ne pourras plus lâcher. Adrien réussit à faire un petit signe de tête pour dire qu'il a compris. Il jure de ne plus maltraiter Griot, de le nourrir avec le meilleur foin et qu'il ne fera plus de travaux au-dessus de ses forces. C'est bien, je vais te libérer de ta paralysie. Mais n'oublie pas ta promesse, homme vil, sinon tu auras des raisons de t'en mordre les doigts, et ton châtiment sera alors bien pire que ton bras en l'air et tes doigts crispés. La dame de Chambly disparaît. Le bras de l'ânier se rabaisse et Griot se remet à trottiner après ce petit moment de repos. Adrien se demande s'il n'a pas rêvé cette rencontre. Mais une douleur comme une crampe dans l'épaule le rappelle à la réalité. Les premiers temps, il pense tous les jours à l'avertissement et Griot passe des journées agréables. Il est bien nourri, il travaille moins, il porte des petites charges. C'est presque des vacances pour Griot. Les premiers temps sont toujours suivis d'un deuxième temps, qui s'installe peu à peu.
Adrien songe de moins en moins à son entrevue avec la Dame Blanche et il a complètement oublié ses menaces. Ses mauvais instincts reprennent le dessus et le martyre de Griot reprend, pire qu'avant, par bravade. Adrien est encore plus brutal et plus vicieux. Avec son bâton, il tape le dos de Griot. Il lui lance des coups de pied dans les flancs avec ses gros souliers ferrés. Si Griot fourbu, plié sous ses fardeaux, s'approche du ruisseau, Adrien l'empêche de boire, surtout quand il fait très chaud. Ça l'amuse, Adrien. Ce jour-là, il est d'humeur joyeuse, Adrien, et il rit en repensant à sa naïveté quand il a cru rencontrer cette fée moralisatrice. Oh, elle devait être bonne, la chopine qu'il avait bu ce jour-là, et le soleil devait taper bien fort. Et pendant ce temps-là, Griot, tête basse, oreille pendante, travaille dur. Oh, il travaille très dur. Mais un jour, Griot paraît se révolter. Adrien veut lui faire prendre le chemin de la maison, mais l'âne se dirige du côté opposé. L'homme a beau tirer sur la bride, le bourricot résiste. Il lui tape sur le dos et l'âne ne sent rien. Il continue sur sa lancée, trotte de plus en plus vite, il semble rajeuni. Il prend la direction de la grotte de Vérin par le sentier escarpé. Et c'est à peine si Adrien a le temps de l'enfourcher, car l'âne est déjà parti au galop. « Arrête-toi, bougre d'âne, je te donnerai double ration d'avoine. Oh, je sais bien ce qui se passe. Oh, arrête-toi, je te promets, je ne te battrai plus, mais arrête, arrête !» Griot se retourne et regarde son maître. Il retrousse les lèvres et découvre de grosses dents jaunes. On dirait qu'il rit et il se met soudain à parler après avoir poussé quelques tonitruants braiements. Rappelle-toi, tu as eu une période probatoire et tu n'en as pas profité. Maintenant, il est trop tard. Tu expliqueras ça à d'autres que moi. Et l'âne repousse quelques braiements retentissants et reprend son train d'enfer. Il longe la roche et ses sabots ne touchent plus terre, du moins du côté du vide. Il est porté par des forces extraordinaires et magiques. Rien ne peut l'arrêter. Maintenant, Griot galope dans le vide, contre la paroi de la muraille rocheuse. Il n'y a plus de sentier sous ses pas. Griot vole. Il fait sauter son maître en l'air comme pour le désarçonner. Et au moment où Adrien pense sa dernière heure arrivée, Griot le rattrape. Le temps passe et Griot, tout à coup, s'immobilise. Adrien soulève la tête, tant bien que mal. Griot s'est arrêté sur une petite plateforme rocheuse qui domine le vide. Elle est juste assez grande pour qu'il s'y tienne. La roche paraissait fissurée dans sa hauteur. Le grison pousse quelques braiements très sonores et aussitôt la faille dans la roche s'agrandit et s'ouvre sur une grande salle lumineuse où ils sont accueillis par une splendide jeune fille et elle leur demande de les suivre. La roche se referme sur les visiteurs. La jeune fille les guide vers une pièce sans fenêtre, mais où la clarté est merveilleuse. Au fond de la pièce, assises en demi-cercle, une douzaine de jeunes femmes, toutes plus jolies les unes que les autres. Griot s'avance devant les jeunes filles, et là, d'un magistral coup de rein, il éjecte Adrien de son dos. L'homme se relève. Il garde la tête baissée. Il a eu le temps de voir parmi les jeunes filles la dame de Chambly. Une des dames blanches interpelle Adrien.
Homme cruel, tu es ici devant notre tribunal. Nous avons été prévenus par notre sœur de Chambly de ton comportement inqualifiable envers ce pauvre griot, et de ta récidive même, des mauvais traitements que tu lui as infligés. Tu vas maintenant entendre notre sentence pour tes forfaits qui sont impardonnables. Ta punition sera à la hauteur de tes fautes. Aussi, tu vas subir une terrible métamorphose. Adrien ne sait pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas le mot métamorphose. Dans quelques instants, tu vas perdre ta forme humaine et tu vas être transformé en âne, comme Griot. Oh, pitié, pitié, pas en âne. Oh, je vais changer. Je ne taperai plus mon âne, je le cajolerai, je le traiterai en ami. Mais la présidente du tribunal reste impitoyable et elle continue la sentence. Tu auras un maître aussi brutal et cruel que toi. Il te mènera la vie dure. Il te fera trimer jusqu'à épuisement. Tu porteras les charges les plus lourdes. Tu seras nourri comme tu nourrissais Griot. Ta mangeoire sera remplie avec parcimonie. Et gare à toi. Si tu t'éloignes du droit chemin pour brouter quelque herbage goûteux, ou t'abreuver à une source d'eau fraîche, une rude volée de bois vert sur l'échine te rappellera que c'est à ton maître que tu dois obéissance. Tu subiras ce traitement jusqu'à la fin des temps, car je t'octroie en plus l'éternité. Tu ne mourras jamais. Griot entend cette terrible condamnation. Il n'ignore rien de l'existence d'un âne maltraité et songe avec horreur aux misères que son ancien maître allait endurer. Il est soudain pris de pitié pour son bourreau. Et il s'adresse aux dames qui sont toutes réunies autour de la table. « Oh, mes bonnes dames, je suis si heureux que vous m'ayez délivré d'un maître aussi inhumain et sans cœur. Mais je trouve votre verdict très sévère. Moi qui sais ce qu'est la vie quotidienne d'un pauvre bourricot soumis à de tels traitements. Mais cet homme est un pauvre imbécile. Aussi, j'implore pour lui votre clémence, et je vous conjure d'atténuer sa peine. » Les 12 juges se concertent un instant et la présidente du tribunal reprend la parole. « Cher Griot, comme tu es bon pour ce personnage grossier et impitoyable, tu as plaidé sa cause et nous voulons bien tenir compte de tes arguments. » Puis, se tournant vers Adrien, « Ton châtiment ne sera pas éternel. Tu pourras reprendre ta forme initiale si tu trouves, parmi tes différents maîtres, un homme capable d'autant de pitié pour toi que celle dont vient de faire preuve Griot à ton égard. Cette fois, le jugement est définitif et sans appel. » Aussitôt, Adrien sent ses bras et ses jambes s'allonger, ses mains et ses pieds se muer en sabots cornés, ses oreilles s'étirent et son corps se couvre de poils épais et rugueux. La grotte de Vérin, les dames blanches, Griot, tout a disparu. Adrien est emmené par un tourbillon et se retrouve dans un pré. Sa nouvelle existence va commencer. Il ne sait pas encore avec qui. Adrien a-t-il retrouvé son apparence humaine ? Ça, nul ne peut répondre à cette question. Quant à Griot, eh bien, lui, il a retrouvé un maître bienveillant et juste qui l'a servi tout au long d'une vie longue et heureuse.